Bonjour à tous, je me trouve ici près de Châteaubriand, entre Nantes et Rennes, où se développe depuis 1976 un projet avant-gardiste de retour à la nature. Brigitte et Patrick Baronnet ont en effet construit ce qu'ils appellent une maison autonome. Électricité, eau, nourriture. Ce couple a su diviser par 4 sa consommation en utilisant ingénieusement les énergies à leur disposition. Quelles techniques ont-ils employées? Comment vivent-ils au quotidien? Mais surtout, quelle philosophie de vie recouvre ce projet? C'est ce que nous allons savoir maintenant. Tu enlèves cette caméra. Quelles sont les idées d'Emmanuel Macron? Ne faites pas peur. On est tous humains. Qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui? De la télé du papier dessus. On ne veut pas dépasser aussi, tout simplement. Bon, là on vient d'arriver chez eux. Suivez-moi. C'est très joli, hein. Monsieur Baronnet, bonjour. Mes hommages du matin. Vous allez bien? Très bien, et vous? En pleine forme. Alors expliquez-nous, on se trouve ici chez vous, Oui. une maison que vous avez construite il y a combien de temps? Alors, on est arrivé en 1976. On ne l'a pas construite, c'est de la restauration. D'accord. Et ensuite, on l'a équipée. On a mis 15 ans à l'équiper en autonomie. Ça n'existait pas. Il a fallu tout inventer. On est arrivé à diminuer nos consommations. On avait quand même 4 enfants, ce qui n'était pas évident non plus. Et on a appris tout. On venait de Paris. On n'était pas trop manchots, mais on ne savait pas grand-chose. Et on a tout appris. Pourquoi avoir voulu sortir du système, comme vous l'avez fait? Je pense que c'est parce qu'on était malade. On était malade de vérité. Voilà, donc, on sort dans la serre et on a nos salades depuis 1 mois et demi. On est fin avril, début mai. Là, on a consommé toutes ces salades et elles sont à 3 pas et demi de la porte de la cuisine. Et en aliments, justement, vous êtes autonome à 100%? On est autonome 60% l'hiver et 80% l'été. D'accord. Mais imaginez, on ne fait pas notre huile, on ne fait pas notre vin parce qu'on aime bien le vin, sans abuser bien sûr. Il y a des tas de choses qu'on ne peut pas faire, les avocats, les citrons, on ne fait pas ça. Ça serait dommage, au nom d'une autonomie absolue, de se priver d'un certain nombre de petits plaisirs qui nous viennent d'un peu d'ailleurs, quoi. D'accord. Donc là, il faut arrêter, justement, c'est important. L'autonomie absolue, d'abord, ne peut pas exister. Et l'intérêt, c'est au contraire, quand on ne peut pas se procurer sur un territoire, par exemple la nourriture, eh bien on crée des réseaux. Et donc nous, il y a 30 ans, on ouvrait la première COP bio à Châteaubriand, qui s'appelle Biosphère, et on était dans les premières COP bio. Alors inutile de dire aussi qu'on était pris pour des zinzins, pour des utopistes. Aujourd'hui, les multinationales se tirent la bourre pour avoir 30% de marché bio. C'est quand même intéressant de voir qu'on a toujours tort d'avoir raison trop tôt. Ouais. D'accord. Et concernant la viande, est-ce que vous consommez de la viande? Tout autour d'ici, les terrains servent non pas à nourrir les gens, mais à nourrir les animaux. Et donc, il faut entre 10 et 13 fois plus de calories et de surface aussi pour manger de la viande. Quelqu'un qui mange de la viande est un prédateur et génère, au bout du compte, la faim dans le monde parce qu'il a besoin de 10 fois plus de terre pour pouvoir manger de la viande. Donc on a une serre qui nous économise 1 mois et demi de chauffage par an. Et on essaye de capter la chaleur dans un banc thermique avec des bouteilles pleines d'eau qui sont noyées dans un ciment réfractaire, avec une belle dalle de schiste très locale, puisqu'on est dans le pays de l'Ardoise. Et dès qu'il y a du soleil, l'ensemble là se charge de chaleur. Et quand le soleil est parti, toutes ces calories qui ont été emmagasinées dans ce banc thermique, eh bien, se restituent dans la serre. Donc ça prolonge la chauffe de la serre. D'accord, parce qu'effectivement, une chose qui est frappante quand on rentre chez vous, c'est qu'il fait assez chaud. Il fait bon, oui, alors que c'est pas chauffé du tout. Ouais. Donc c'est à la fois l'apport solaire, mais en même temps le captage de l'énergie solaire dans des murs ou dans des masses thermiques. D'accord. Ce qui fait que au lieu de chauffer l'air, on chauffe une masse thermique qui garde la chaleur et qui la restitue. D'accord. Donc vous n'avez pas du tout de chauffage chez vous? Alors si, on a quand même du chauffage chez nous parce que quand il fait -7, là, et qu'il n'y a pas de soleil, en hiver, il n'y a pas de soleil, donc on a quand même un poêle, un poêle que j'ai massifié, c'est-à-dire que j'ai rajouté 200 kg de briques de four à chaud, de manière à faire la même chose que la masse thermique, c'est que quand le poêle chauffe, eh bien toutes les briques chauffent
Et jusqu'à 2 ou 3 heures du matin, le poêle rayonne énormément. Et en même temps, ce poêle chauffe 2 radiateurs et notre eau en hiver. Et l'eau de pluie est 2000 fois moins polluée que l'eau des nappes phréatiques. Alors, tout ça, c'est de l'eau de pluie. Moi, ça ne me dérangerait pas de la boire, voilà, ici. Donc ça, c'est de l'eau de pluie. Ça, tout est de l'eau de pluie. Oui. Et celle-là, elle passe par un filtre. Et Pas forcément... celle-là n'est pas filtrée, c'est de l'eau de pluie directement. Voilà, c'est de l'eau de pluie directement. Alors, voilà, je vais faire une opération magique. Ah ouais. Là, j'appuie sur mon nez. Ça coule. Ok, oui, je vois ça. Très bien. Alors, et là, alors maintenant, je vais te montrer le secret. J'ai une pédale. Il y a une petite pédale par terre. Voilà, regardez. et une petite pédale, voilà. En attendant que l'eau chaude solaire arrive, pour éviter de perdre 3 litres d'eau froide, on a un petit système électrique de 5 watts qui nous permet pour les petits usages d'avoir pratiquement instantanément de l'eau chaude. Ah, dis donc. Alors moi, je vais boire La cette boire eau, à ta donc santé. de l'eau de pluie filtrée. Donc c'est le cas de le dire, à ta santé. Et donc c'est 40 ans d'eau gratuite. Hein. C'est-à-dire que Veolia et EDF, Ah, dis donc, ils seraient mal avec nous. Bah ouais. L'eau qui est salie très légèrement, parce qu'on fait attention aux produits hygiéniques et aux produits de vaisselle, etc. Et c'est épuré par 3 bassins qu'on appelle des bassins filtrés plantés. Ce sont les racines des plantes qui épurent les matières éventuellement polluantes. Alors une matière polluante, c'est une molécule chimique complexe. Et en fait, l'idée, c'est de développer des bactéries, leur donner le gîte et le couvert, pour que ces bactéries séquencent les molécules complexes chimiques en des éléments simples qui sont plus polluants. Donc ça, c'est notre jardin. On peut aller faire un petit tour dans la serre. Il faut bien se dire qu'au mois de mai, vous voyez, il pleut. Il ne faut jamais se presser trop pour planter. Voilà, il fait chaud à Mais l'intérieur. alors ici, il fait très bon. Et on voit déjà quand même les aubergines. Ça, c'est des plants de salade, des plants de navets. On a les pommes de terre qui sont en train de sortir. On a des poivrons. On a bien sûr toutes sortes de tomates. Donc c'est toujours relocaliser l'économie. Ça c'est hautement économique et politique. C'est-à-dire le jardin est à la fois une source de plaisir parce que faire son jardin c'est agréable, parce que manger des produits frais qui n'ont pas d'empreinte écologique et qui sont extrêmement bons et non pollués, c'est un plaisir énorme, mais en même temps, c'est une solution majeure pour transformer le modèle économique. Contrairement à l'agriculture chimique, où ce sont les engrais chimiques, les nitrates, phosphates et compagnie, qui nourrissent la plante, donc la plante, elle est nourrie de produits de synthèse, eh bien nous, en dessous, quand on enlève ça, alors il y a le carton, et ici, eh ben, en fait, on a une terre absolument extraordinaire, où il y a des vers de terre, où il y a énormément de bactéries. Elle est humide, elle est agréable, et donc c'est toutes les bactéries de la terre qui vont nourrir les plantes, au lieu que ça soit d'une manière artificielle. Et donc là, c'est vraiment de la permaculture, c'est des méthodes de permaculture. C'est des méthodes de permaculture. Je vous ai donné le fondement, Ouais. c'est utiliser les ressources de la terre pour faire croître les végétaux. Il y a un manque total de prévision de la part de ceux qui nous gouvernent, qui est abyssal. C'est que le jour où il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus d'agriculture, et on devrait proposer des formations à tous les agriculteurs pour qu'ils apprennent la permaculture, qu'ils changent complètement leur modèle de fonctionnement pour prévenir le problème de l'absence de pétrole, donc de l'absence de nitrate, donc de l'absence de nourriture. On va vers une famine. Ces 6 mètres carrés de photopiles, on les a payés 8 fois plus cher que ça coûte en ce moment. Donc on était complètement cinglés alors qu'on était à mi-temps. Mais on avait la volonté d'être honnête avec nous-mêmes. Donc pendant 2 ans, on a essayé d'expérimenter combien de mois peut-on vivre sur 6 mètres carrés. En gros, 7 mois de l'année, avec 6 mètres carrés, ça nous suffisait. Pour combien de personnes? Pour 6 personnes? Pour 6 personnes, 4 enfants et 2 adultes. Ah oui. Et donc, le problème, c'était que, oui, mais novembre, décembre, janvier, février, comment je fais? Et donc, c'est là qu'on a compris que
L'autonomie, c'est marcher sur 2 pieds, le pied du soleil et le pied du vent. C'est pour ça qu'on a une éolienne. Alors, il est évident que je suis vraiment pour l'autonomie grâce aux énergies du vent ou du soleil ou hydraulique ou autre, mais le système économique a l'art de détourner fondamentalement les choses les plus belles dans quelque chose de géant qui n'est plus de dimension humaine. Je ne vois pas l'intérêt de faire encore des milliers d'éoliennes si c'est pour satisfaire les caprices de la consommation des consommateurs moyens. C'est quand même absurde. Donc nous, la première chose qu'on ait faite avant de décider d'être autonome, c'est de diminuer nos consommations pour arrêter d'alimenter ce système. Parce que s'il faut rajouter des kilomètres carrés de photopiles ou des centaines d'éoliennes pour activer la croissance, c'est absurde. C'est complètement contradictoire. Le soleil et le vent m'amènent l'énergie avec ces 2 fils qui chargent les batteries. Ouais. Donc j'ai essayé d'expérimenter le moins possible de batteries. Et donc j'en suis arrivé, pour les techniciens, à des batteries de 320 ampères-heure au lieu de 1000 par exemple, et pour diminuer l'empreinte écologique. Et donc ces 320 ampères-heure, ces batteries me permettent d'être autonome pendant 3 jours, en fonction bien sûr de notre consommation. Et ça n'arrive pratiquement jamais. Donc on n'est jamais en panne ou très rarement. Et ici, c'est un appareil qu'on appelle un onduleur qui transforme le 24 volts en 220 alternatif. Pour pouvoir utiliser tous les appareils classiques du commerce. J'ai une batterie. Et donc je mets ça ici. Quand vous êtes en panne, vous faites comment? Quand ça arrive rarement? Quand on voit que on commence à être un petit peu, au bout de 2 jours, il n'y a pas eu de soleil et de vent, on fait vraiment attention. Mais je vous assure que, d'abord, c'est intéressant. Ça nous montre une certaine fragilité. Parce que quand on a la puissance nucléaire, on s'en fout complètement. Donc là, on est conscient qu'on est un peu petit sur la Terre, léger sur la Terre, et que de temps en temps, il faut faire attention. Et puis on est un peu privé de quelque chose. Ça dure 1 ou 2 jours, mais les 2 tiers de l'humanité sont en train ou plutôt une partie de l'humanité est en train de crever de faim. Et on s'aperçoit que, tiens, de temps en temps, la simplicité et la pauvreté, ça nous éduque aussi. Et d'ailleurs, en parlant de discipline personnelle, quelle quantité de travail ça représente que d'entretenir cette maison, cet endroit? Il n'y a pratiquement rien à faire, si ce n'est qu'une petite veille de temps en temps, voir l'état des batteries, nettoyer des choses, etc. Mais une fois qu'on est harmonisé avec ces appareils, c'est pas du tout difficile. D'accord. Alors le problème, il n'est pas là en fait. Le problème, c'est de se transformer personnellement pour consommer moins. Et je dirais consommer juste. Et quand vous êtes malade, vous faites comment? Est-ce que vous allez chez le médecin? Pardon? Est-ce que vous allez chez le médecin quand vous êtes malade ou est-ce que vous... Pardon? Ok, on a compris. Non, mais j'ai entendu des insultes, là. Des gros mots. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de ne pas être malade. Donc, c'est de prévenir la maladie. Donc, c'est de manger correctement. C'est de savoir prendre du repos quand c'est nécessaire. C'est de manger de la bonne nourriture. Et la nourriture, c'est ton médicament, disait Hippocrate. Et donc, on a complètement oublié ça. Les gens préfèrent prendre des médicaments qui vont préparer la prochaine panne plutôt que changer leur mode d'alimentation. Le 14 et 15 juin 1997, on a décidé d'ouvrir nos portes et on a reçu 15 000 personnes en 3 jours, puisqu'on a fait une université d'été après la visite du lieu. 15 000 personnes pendant 3 jours, ça fait pipi et caca. Et donc, on a décidé de montrer que 15 000 personnes qui vont aux toilettes sèches ne posent aucun problème. C'était en plein été, pas de mouches, pas d'odeur. Et à partir de là, notre but, c'était non seulement d'avoir des toilettes sèches parce que c'est évident, je vais l'expliquer tout à l'heure, mais aussi d'avoir un impact sur la société. Et après, j'ai fait une conférence devant des gens qui font des festivals en plein air. Citez-moi maintenant des festivals en plein air qui n'ont pas de toilettes sèches. C'est parti, en gros, d'ici. Et ensuite, je suis allé au Sénat. J'ai été invité dans une commission pour parler des toilettes sèches.
Voilà. Alors, comment ça fonctionne ? C'est très simple. Vous avez un récipient et à chaque fois que vous allez aux toilettes, vous rajoutez 2 louches de sueur. Au lieu que le pipi et le caca marinent dans leur jus en créant des bactéries anaérobies, c'est un milieu favorable au développement de bactéries aérobies qu'on retrouve partout dans le compost, dans le sous-bois, etc. Donc je mange, je digère, je vais aux toilettes, je fais du compost, je mets ça dans le jardin, je mange mes légumes, je digère, etc. Le parfait recyclage. Le contenu du récipient des toilettes sèches arrive ici. Mais au préalable, c'est assez scientifique, on a fait une cellule de paille préactivée. Si vous mettez votre main là, c'est chaud. Ouais. Et plus vous descendez, plus c'est chaud. Ah ouais, effectivement, c'est chaud. Alors que la température elle est de 10 degrés, là, ici, alors on ne l'a pas couvert, c'est un tort d'ailleurs, on aurait dû le couvrir, eh bien on arrive à une température de 40 à 60 degrés. Donc cette paille préactivée est transformée et au lieu d'être une paille comme ça, c'est une paille qui est noircie. Voilà la différence. Donc là, la lignine a été décomposée et en se décomposant, elle a créé de la chaleur. Le tout venant, nos déchets, on les recouvre ici, voilà. Et ça continue à se réactiver. Et ce qui est important, c'est que souvent les gens nous disent « Oui, mais alors vous n'avez pas peur, les pilules, les médicaments ?» Mais non, ça ne nous pose pas de problème parce que justement la montée en température détruit les molécules chimiques qui sont dangereuses pour l'organisme. Donc on a pensé à tout parce que nous, ce qui est intéressant, c'est qu'on se réclame d'être scientifique. Mais on va au-delà de la science, c'est-à-dire qu'on fait partie de l'expérience. Regardez les ingénieurs qui font des bombes à fragmentation pour tuer les enfants. Ils ne sont pas dans l'expérience, ils n'en ont rien à foutre, ils n'ont aucune moralité, aucune éthique. Et tous les ingénieurs qui fabriquent des conneries ou des bombes atomiques, ils ne se posent pas la question. Nous, on se pose la question. Et quand on est dans l'expérience, ça change les choses. C'est-à-dire que notre bien-être, notre santé, nos propres enfants, l'aîné à 45 ans, ils font partie de l'expérience. Et donc, on ne peut pas se permettre de faire d'erreurs, parce que si on fait une erreur, c'est sur nous que ça retombe. Donc aussi, on est quelque part des veilleurs et des autorégulateurs de notre expérience scientifique. Okay. Yes. Et alors, est-ce que vous êtes heureux ? Non. Qu'est-ce que c'est que la passion ? C'est d'avoir découvert qui on est, découvert, j'allais dire, sa mission. C'est pas un mot pompeux, c'est qu'on a tous quelque chose à faire. Et c'est d'être dans ça. Et la question aujourd'hui, c'est que la plupart des gens naissent dans un monde très civilisé, qui va vous guider votre comportement, qui va vous donner qui va mettre des choses dans la tête en disant que le PIB c'est le bonheur. Et donc les gens ne vont pas trouver leur vocation. Vocation, ça veut dire leur voie. Et quand on n'est pas dans sa voie, on est malheureux, on n'est pas bien, on consomme, on compense cette absence d'idéal et d'enthousiasme par de la consommation. Et le système, il est vachement content de ça et il profite de ça. Alors, le gros problème, je vais au-devant des questions là, c'est Monsieur Baronnet, est-ce que tout le monde pourrait vivre comme nous ? Bonne question. Ça se discute. Ça se discute. D'abord, je ne demande pas que tout le monde vive comme nous, mais je pense qu'on pourrait s'inspirer de ce qu'on fait pour transformer énormément de choses. Et on ne peut pas forcer les gens. Mais il faut savoir quand même qu'il y a une grosse transformation de la gouvernance du pays, et puis même des pays occidentaux, à faire. Et ça, malheureusement, on est mal parti. On en est loin. On en est loin. Je ne sais même pas si on est parti. Donc c'est gravissime. Gravissime. Est-ce que vous considérez que nous sommes trop nombreux sur Terre aujourd'hui ? Sûrement pas. Ça, c'est à combattre. C'est parce qu'il y a un système qui oppresse l'humanité et qui crée des inégalités criantes qu'on dit qu'on est trop sur Terre. Mais la preuve est faite qu'on pourrait nourrir
jusqu'à 9 milliards d'individus ou 10 milliards sans problème, si on avait une agriculture correcte. Parce que le principal besoin de l'humain, c'est de se nourrir. Et si on consommait de façon raisonnée? Et si chacun commençait à balayer devant sa porte et changer ses habitudes. Donc pas 9 milliards d'occidentaux, 9 milliards de gens. Non, là c'est pas possible. Notre mode de vie est absolument pas reproductible. On a décidé de construire un bâtiment complètement novateur au niveau architectural que voici. Voilà. Qui ressemble un peu à une yourte. Alors, en fait, ça s'appelle un zome, et ce zome est le premier zome, le grand zome construit en France. D'accord, alors quelle est sa fonction? Alors, sa fonction, la première, c'est de recevoir les gens. D'accord, ok. Donc c'est aussi simple que ça. Okay. Mais comme on aime bien toujours le risque et l'innovation, j'ai rencontré quelqu'un qui était spécialisé dans ces formes-là. On a loué pendant 2 mois un atelier et on a fabriqué 84 facettes qu'on a rassemblées avec des vis pour en faire la structure. Donc c'est une structure en bois et il se trouve en plus qu'il y a une sonorité assez exceptionnelle et en fait, au bout du compte, c'est aussi une salle de danse, une salle de méditation, une salle de musique, etc. Donc il s'est passé énormément d'événements, de magnifiques événements dans cette pièce depuis 20 ans. C'est très beau en tout cas. Et donc l'argent que vous percevez, vous l'utilisez dans votre projet? Alors il se trouve qu'on a effectivement vécu 20 ans sur un demi-salaire et au décès de mes parents, on a eu un petit apport et ça n'a strictement rien changé à notre mode de vie, ce qui prouve qu'il était bien ancré parce que la tentation aurait pu de s'acheter une bagnole, etc. On a une bagnole qui a 20 ans, qui a 500 000 km. Donc non, on s'est dit, mais cet argent-là, on le doit à la société. Et donc, plutôt que de consommer comme des crétins, on s'est dit, tiens, on va faire un zome, on a de l'argent pour faire un zome, et puis ensuite, on a fait des constructions prototypes pour aider les gens à se prendre en main pour faire leur habitat. Chose d'une importance capitale, parce qu'aujourd'hui, tout le monde a 2 salaires pour vivre, alors qu'il y a 40 ans, c'était 1 salaire. Et un salaire est consacré à l'habitat. Les gens remboursent toute leur vie un habitat, et d'où 2 salaires, 2 bagnoles, les enfants à la crèche, etc. Donc, si on commence à maîtriser son propre habitat et le diviser par 2 ou 3, moins d'emprunts. Donc, les emprunts, c'est quand même facilement plus de la moitié du prix de la maison. Donc, voilà, je pense que à la fois, on a essayé de faire des habitats pas chers et très écologiques. Donc, je propose qu'on aille voir la maison 3E. C'est parti. D'un seul coup, les gens se sont dit, mais moi, je peux pas être écolo, j'ai pas d'argent. Donc, je me suis dit, je vais faire une maison avec 25 000 € de matériaux. Et la main-d'œuvre, ça sera une succession de stages, de formations qui vont me servir à construire la maison. Vous voyez ici de l'extérieur les chauffe-eau solaires qui sont en dessous, et au-dessus, vous avez une grande baie vitrée qui sert à chauffer la maison. Et on va voir maintenant dans le détail. D'accord. Oh là là, c'est beau. C'est beau. C'est une maison qui me permet de sensibiliser les gens à une autoconstruction écologique. Après, les gens peuvent décliner les principes qui se trouvent ici sous une autre forme, d'une autre manière. Donc on est parti du terrain nu, on a fait des fondations assez profondes avec une masse de terre isolée du froid de la terre quand il fait froid. Cette masse est toujours à 8 degrés. Donc la maison ne descend jamais en dessous de 6-7 degrés, même s'il fait -7 dehors. D'accord. Parce qu'il y a cette masse qui est en contact avec la géothermie qui se réchauffe. On a ici de l'isolation en laine de mouton. Donc vous voyez, on l'a laissé exprès. Ouais. Donc on a 52 toisons de moutons bio. Ouais. C'est important. D'accord. Voilà. Et on a de la paille qui ne se voit pas ici parce que évidemment il y a des briques de terre crue, et la paille ici qui est fabriquée également avec le soleil. Donc c'est une maison chauffée par le soleil, mais les matériaux sont aussi fabriqués avec le soleil. C'est la maison du soleil. C'est la maison du soleil, voilà. Exactement. Alors après, la maison étant isolée, j'ai eu l'idée
de garder la chaleur du soleil qui passe à travers les vitres, à travers des briques de terre crue. Donc, on a fabriqué ici, avec une presse à briques, on a fabriqué des 250 briques qui sont devant l'isolant. Et lorsque le soleil chauffe, il tape sur les briques. Et les briques gardent la chaleur, stockent la chaleur. Et quand le soleil s'en va, les briques de terre crue restituent la chaleur. Qu'ont fait les ingénieurs, qu'ont fait les promoteurs, qu'ont fait les bâtisseurs de maisons pendant 40 ans? C'est incroyable. L'incompétence, ils ont isolé par l'intérieur. Et la vérité, c'est qu'il faut isoler par l'extérieur pour empêcher le froid de rentrer dans le mur. Je pense, c'est pas une volonté, c'est on s'en fout. On a du pétrole, on est dans la croissance, on consomme. Des années 50 à 80, on s'est foutu éperdument de l'écologie, en se moquant de l'écologie en plus. Et aujourd'hui, les gens ils sont en train de se mordre les doigts en disant, parce que les gens qui vivent dans des bâtiments, dans des maisons fabriquées dans les années 50, bonjour la catastrophe, quoi. C'est-à-dire qu'il faut chauffer. Alors, je ne vous dis pas quand c'est du chauffage électrique, ils sont tombés. La facture, quoi. Surtout qu'on en vient à des problèmes géopolitiques, puisque le pétrole, on va le chercher à coups de bombes. En envahissant des pays, je pense que le pétrole est le nerf de la guerre. C'est un système mortifère. Donc c'est un système mortifère. Et donc en revenant à des énergies renouvelables, je crois qu'on pacifierait le monde. C'est évident. Quand on réfléchit un peu à ce qu'il faut pour faire un œuf industriel, c'est de l'ordre du démentiel. Alors, pour nourrir la poule qui va pondre l'œuf, eh bien, on est obligé de faire appel à l'extraction d'un minerai pour faire une aciérie, pour faire une manufacture, pour pouvoir faire tourner une centrale nucléaire. Il faut aussi des mines de charbon, il faut des mixtes énergétiques. Ensuite, il faut une raffinerie. Ensuite, il y a une industrie chimique pour faire des engrais, pour alimenter la terre, pour faire du pétrole, pour faire des nitrates, etc. Ensuite, il y a les trains, les silos, les tracteurs, les céréales pour nourrir les poules. Il y a également toute l'interbouffe avec des camions qui circulent sur tout le territoire français. Donc des usines à granulés. Et tout ça pour nourrir la poule et faire un œuf. Alors que chez nous, à l'Éco-Hameau, on a un poulailler et les déchets de notre nourriture font nos œufs. Donc, bravo les mecs. La démonstration est assez parlante et magistrale. Je pense que tout est comme ça. Hein, ouais. Voilà. Vous auriez pu mettre autre chose qu'un œuf, en fait. C'est absolument. On aurait pu mettre une barquette en plastique de carottes. Aujourd'hui, on n'a pas le droit dans les écoles de faire manger aux enfants les carottes qu'ils ont fait pousser, mais il faut les acheter au supermarché. Donc on est dans un monde complètement ubuesque, absurde, quoi. Et d'ailleurs, vous-même, vous n'avez pas de problème avec toutes ces histoires de normes, de santé Alors, en fait, tant qu'on a un statut privé et que les gens viennent ici parce que ce sont nos amis, on peut faire ce qu'on veut. Heureusement, ils ne rentrent pas encore dans nos maisons. Donc, on n'a pas de problème majeur par rapport à ça. Et je me suis donné un nouveau challenge, c'est de faire une maison à 10 000 € tout compris. Ah, d'accord. Et ça, dans le but de montrer qu'on peut faire simple et qu'en un an, on peut se construire cette maison et ensuite vivre dans une famille avec un seul salaire au maximum. Et donc, dans une maison hyper agréable à vivre. Donc, l'idée, c'est de la récupération. Donc ici, ce sont des pneus qui constituent les fondations qui sont posées sur un hérisson de gravier de 20-40 mm. Ici, c'est pour accueillir les bottes de paille. Et ici, ce sont des bottes qui sont aiguillées pour qu'elles soient bien solidaires l'une de l'autre. Et donc, avec 3 rangées de 2 bottes, on arrive à faire les murs de la maison et ça constitue un cylindre. Alors après, on a fait des chantiers participatifs. Donc on voit ici, par exemple,
des petits chantiers, 5-6 petits chantiers différents les uns des autres, où là, en l'occurrence, on fait l'enduit intérieur et extérieur. Là, on a eu un chantier d'au moins 20 personnes pour faire les enduits intérieurs, extérieurs, etc. Alors dites-nous, où est-ce qu'on se trouve ici? Alors là, on se trouve dans des bâtiments qu'on a achetés. Ce sont 2 grands hangars où il y avait des écuries d'émeux. Et on a décidé, le premier hangar, d'en faire une salle participative avec un dortoir et une cuisine. Et ici, une salle qui est aussi une salle de danse. Donc transformer une écurie en salle de danse, c'est faisable à très bas prix. Alors là, c'est doublé de 45 cm de paille, d'où la forte isolation. Il y a eu des chantiers participatifs pour faire les enduits terre. Et au-dessus de cette OSB, on a 25 cm de chanvre. Donc c'est étonnamment isolé. Ah oui. Et quand on rajoute ici la serre qui est tout le long, même en plein hiver, dès qu'il y a du soleil, on ne chauffe pas. Et en été, quand il fait chaud? En été, il fait frais parce qu'on a des ouvertures au nord et il y a une ventilation. Et en plus, on a un double toit, c'est-à-dire qu'on a un toit qui prend la chaleur et celui d'en dessous, il ne la prend pas. Donc, ici, c'est une cuisinière bois bouilleur. Donc, elle marche au bois. Et ici, quand on ouvre, là, tout autour, il y a de l'eau qui circule. D'accord. Donc, quand on chauffe la maison avec ça, on chauffe la salle et le dortoir. Parce que l'eau, elle circule avec ce circulateur. Et quand elle est chaude, elle envoie l'eau dans les radiateurs. Mais c'est pas tout. Ici, elle chauffe les 300 litres d'eau. L'eau, simplement avec le soleil, est à 43 degrés. C'est incroyable. Simplement avec le soleil. Il faut bien comprendre que ça fait quand même 22 ans qu'on ne paye plus rien du tout. Plus d'eau, plus de facture d'eau, plus de facture d'électricité. Alors ici, le Zoom accueille les gens, mais c'est aussi un capteur d'eau. Donc les 80 mètres carrés d'ardoise reçoivent l'eau de pluie. Ça descend par ici. Il y a un collecteur qui fait tout le tour du Zoom. D'accord. Et il prend l'eau des 80 mètres carrés et il va dans une citerne par gravité, sans pompe, qui se trouve ici, sous la végétation. Donc, sont enterrées 2 citernes ici. On voit ici un couvercle avec une statue que Brigitte a faite pour honorer l'eau. Le côté un petit peu rituel et cérémoniel, c'est un plus qui a une importance majeure. C'est une célébration quelque part. On se dit l'eau, c'est important et on en fait une petite fée, une petite statue. Pour nous, la poésie est vachement importante. Une forme de spiritualité. C'est une forme de spiritualité. Alors, il y a toutes sortes de types de spiritualité et le mot est délicat. Ouais. Hein, mais en fait, on honore l'eau. Voilà, alors l'autre couvercle est ici. Et donc, sous nos pieds, on a 8000 litres, 2 fois 4000 litres. D'accord. C'est ce qu'il nous faut. S'il ne pleut pas pendant 2 mois, on n'a aucune restriction. Après, ça poserait problème. Ça n'est jamais arrivé en 20 ans. Alors, on arrive sur l'autre partie du terrain, qui est délimitée par le ruisseau. Ouais. Ici, on a un support de kiwi. Alors, on voit que c'est costaud, parce qu'on sait qu'au bout de 10 ans, si ce n'est pas costaud, tout s'écroule. Donc, on a anticipé. Et ici, on a expérimenté, toujours en permaculture, une haie fruitière. C'est-à-dire qu'entre les arbres fruitiers, on a planté des baies, des vignes, là ici c'est du céleri, avec différents systèmes de compostage. On a des artichauts, ici on a de la glycine, donc c'est des choses qui montent et entre les 2 arbres, on va mettre ici c'est une vigne, on va mettre des fils de fer et on va faire courir les éléments. Donc on travaille dans les 3 dimensions. C'est-à-dire qu'on gagne en surface parce qu'on travaille en hauteur. Et souvent, quand on n'a pas de terrain, on peut cultiver des courgettes, des melons ou autre chose dans la verticalité. Alors ici, on continue à faire des essais en permaculture. C'est un étang. Le premier petit étang, c'est une sorte de pataugeoire pour voir un petit peu comment la faune et la flore évoluent
au fil de l'année et des années. Et là-bas, c'est plus profond. D'ailleurs, vu de dessus, c'est une forme de tortue. On voit la queue qui est au bout là-bas. Ah ouais. Et l'idée, c'est d'expérimenter de créer un microclimat grâce à l'eau. Vous savez que l'eau, le climat océanique, c'est un climat plus doux que le climat continental, parce que l'eau est une masse thermique qui est longue à réchauffer, mais aussi longue à refroidir. Donc, quand au fond là-bas, on va faire un jardin-forêt, c'est-à-dire que le vent vient de là-bas. Donc, avec cette temporisation de l'eau, plus être protégé des vents froids, on va pouvoir expérimenter une agriculture qui va être sans doute plus performante que si c'était en pure plaine, comme on voit ici, sans arbres, sans rien. Donc ce paysage-là, c'est assez triste de voir ça. Patrick, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça ? Je pense que ce qu'on peut retenir de ce qu'on a fait, c'est que tout le monde est concerné par ce qu'on a fait, parce qu'on propose vraiment une autre manière de gouverner la planète, de gouverner un pays, de se gouverner, et que tout le monde est concerné par la créativité. Là où il est, il peut faire quelque chose. Chacun doit faire confiance à sa petite voix intérieure. Est-ce qu'il n'y a pas dans votre combat une matière fondamentale qui est l'amour qui vous unit à votre femme ? Est-ce que c'est pas aussi ça qui vous a fait tenir ? C'est-à-dire qu'il y a les trouvailles, bien sûr, technologiques pour exploiter au mieux les dons de la nature, mais il y a aussi cette force intérieure que vous avez à travers ce couple et vos enfants, cet amour qui vous a fait aller jusque-là. Je pense que quand on s'est rencontrés, c'était juste en mai 68, il n'y a pas de hasard, et on a vraiment discuté, parfois difficile, mais au contraire, c'est qu'on était on avait chacun envie de vivre notre vie et pas vivre la vie que nous proposait le système. Et par conséquent, si Brigitte n'avait pas été là, et je pense que c'est réciproque, si on n'avait pas été d'accord sur le même objectif, ça n'aurait pas pu se faire. Donc, quand on a un soutien permanent, quand on a quelqu'un qui peut vous alimenter votre propre désir, et c'est réciproque, je pense que c'est un atout, je ne veux pas dire indispensable, mais majeur. Et comme nous, en plus, on exprime ce que peut faire une famille, et c'était important que le couple réussisse. Et bon, on a 48 ans de mariage, ça peut se faire. Et moi, j'invite aussi les jeunes à avoir des beaux projets de vie et de rencontrer une partenaire ou un partenaire qui puisse les accompagner. Quand vous habitez dans Paris, pour sortir de Paris, pour aller dans une forêt, il faut au moins une demi-heure, 3/4 d'heure de bus, métro, etc. Là, c'était extraordinaire pour nous à Châteaubriand. En 5 minutes, on était dans la campagne et les premières journées qu'on a passées à Château, on prenait notre pique-nique et en 5 minutes, avec la douche chaude, on était dehors en train de pique-niquer. Pour nous, c'était total plaisir, quoi. C'était incroyable de pouvoir être dans la nature aussi vite, après avoir vécu dans Paris, quoi. Donc, on a réfléchi, parce qu'on ne voulait pas mettre nos enfants, d'autres enfants dans le monde qui nous était proposé. On se posait plein de questions. Et puis un jour, on s'est dit, mais finalement, si on continue à refuser la vie telle qu'elle est, avec son abondance, c'est important pour nous de mettre cette note d'espoir. Et donc, du coup, les filles sont arrivées. Voilà. Et donc, on a 2 filles à 1 an d'intervalle. Vous les avez scolarisées à l'école publique ? Alors, on voulait créer une école, mais donc avec les Amis de la Terre qui étaient là, en fait, ils étaient vraiment trop dispersés, c'est-à-dire qu'il aurait fallu faire 25 km pour se voir, etc. Donc, c'était un petit peu compliqué. Au tout début, c'était important pour nos enfants d'aller à l'école. D'accord.
C'est vraiment, vraiment... ils avaient envie de se frotter aux autres, de rencontrer d'autres... voilà. Et en fait, tout le quartier, là, il y avait pas mal d'enfants et ils se rencontraient régulièrement et c'était chouette pour eux. Ouais, c'était très, très bien. Pour moi, l'essentiel, c'est aussi le sens. Je vais à l'essentiel. C'est très important. Et donc, je peux dire que tous les deux, on a eu beaucoup de courage. Il ne faut pas être faux modeste. On a eu du culot, on a eu de la réussite, mais ça se mérite. Et je pense qu'on est en train d'accomplir, on continue d'accomplir notre mission qu'on a sur sa planète, au même titre que n'importe qui. Et vous alors le sens de la vie, dites-moi. C'est un peu ce que dit Patrick, c'est-à-dire qu'en fait, c'est Paulo Coelho qui dit dans L'Alchimiste, en fait, on a tous une légende personnelle, et en fait, si on fait attention à ce sens, cette intuition fondamentale qu'est notre légende personnelle, en fait, tout l'univers conspire pour vous aider à réaliser cette légende personnelle. Et moi, je pense qu'on est sur un chemin d'évolution. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas fini... De la même manière que la vie sur Terre est évolution, et ben en fait, l'homme aussi est évolution. Et en fait, on n'a pas fini cette évolution et on est juste sur un chemin de conscience pour justement accéder à... On fait partie de cette évolution, mais on est un chemin pour moi. Voilà. Oui, je rajouterais quelque chose, c'est que si on est vraiment aligné, si la main droite et la main gauche, le programme et ce qu'on fait s'unissent, il y a quelque chose d'assez mystérieux qui se passe, c'est qu'on crée ce qu'on appelle des synchronicités. C'est-à-dire que quand on va dans un sens, on rencontre des gens, des films, des livres, des situations qui nous aident à réaliser notre programme. Et ça, je le remarque de plus en plus, et il se trouve qu'aujourd'hui, la science quantique, le cerveau quantique, est en train d'expliquer ce phénomène. Par contre, si on est à côté de ces pompes, si notre vie n'a pas de sens, eh bien, on est dans le hasard. Et si on est dans sa ligne de vie, on est dans la synchronicité, et les choses ont tendance à se passer beaucoup mieux. Une dernière question. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes, notamment, qui peut-être souhaitent aussi faire ce retour à la nature, mais qui en sont empêchés par des inerties familiales ou la peur peut-être de l'inconnu? Quel conseil pratique leur donneriez-vous pour franchir le pas? Alors, le conseil que j'aurais envie de donner aux jeunes, c'est de faire un petit peu comme moi j'ai fait par rapport à mes parents, par rapport à la pression sociale, ça m'a été complètement égal. C'est-à-dire que mes parents pouvaient penser ce qu'ils voulaient, la société pouvait penser ce qu'elle voulait, elle n'a pas fait ses preuves, la société, jusque-là. Donc, si les jeunes sentent vraiment, au fond d'eux-mêmes, une envie profonde de vivre quelque chose, si ça part de l'intérieur, il y a de fortes chances que ça réussisse. Donc, j'ai envie de leur dire, croyez en vous-même, sachez que c'est pas évident, mais que la vie vaut la peine d'être vécue quand on est sur son itinéraire. Quel est le critère de réussite d'une vie? Moi, je dirais que la première chose, c'est la sagesse des Amérindiens, vivre léger sur la terre. Quand tu meurs et que tu as apporté un petit plus à la planète, au lieu d'un grand moins comme notre civilisation, je pense que ça peut être ça aussi un critère de bonheur. C'est la qualité de vie et comment on s'est comporté par rapport à nos congénères. C'est une éthique.